Alors bonsoir à tous, je vous propose qu'on démarre, ce webinaire. Voilà, peut-être que des personnes vont nous rejoindre, au fur et à mesure, mais on va pouvoir, se lancer tranquillement. Donc bienvenue à ce webinaire donc intitulé «L'isolation thermique, par l'extérieur» ou ITE. Donc le sujet que l'on va, aborder, ce soir, jusqu'à, voilà 1 heure de présentation environ et puis, 30 minutes de questions, mais j'y reviendrai. Alors avant juste qu'on se présente au niveau des intervenants, je vais simplement rappeler, quelques petites règles d'usage dont on commence à avoir l'habitude maintenant sur les webinaires. Donc dans un premier temps, vos caméras et micros sont bien désactivés, hein, c'est normal si vous n'avez pas l'accès, sur ces caméras et micros. Mais par contre, rien ne vous empêche du coup de pouvoir quand même poser vos questions, durant la présentation et donc pour ça, vous avez un onglet, plutôt spécifique questions et réponses, sur Teams. Vous avez cet onglet spécifique pour poser des questions et mon collègue, Dorian, pourra prendre le temps de vous répondre, par écrit. Il y a également le chat, peut-être plutôt à privilégier pour des réactions ou des commentaires, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler, dans l'onglet, prévu pour ça. Voilà, à l'issue de la conférence, comme je disais, il y a une première partie de présentation qui va durer jusqu'à 20 heures environ. On prévoit ensuite une petite demi-heure de temps d'échange et de questions-réponses et là, vous aurez la possibilité, de prendre la parole et je pourrai vous donner l'accès, à votre micro, pour que vous puissiez poser votre question, directement à l'oral, et si vous préférez la mettre par écrit, il y a aucun souci. Sachez que le webinaire est également enregistré, hein, l'enregistrement a bien démarré afin qu'il puisse, vous être, transmis en replay, suite à l'envoi d'un mail, à l'issue du webinaire. Vous aurez accès, au replay, si vous souhaitez, revisualiser, certaines parties. Donc voilà un petit peu, simplement pour les petites règles de présentation. Donc, je vous propose qu'on puisse, ben, voilà, se présenter au niveau des intervenants qui sont présents, ce soir. Donc je vais débuter. Je m'appelle Vincent. Pour ceux peut-être que je n'ai jamais rencontrés là dans les participants, donc je suis conseiller, France Rénov', au sein de l'association Énergie Solidaire de Carrières-sous-Poissy. Donc là, voilà, on a une petite slide de présentation de la structure pour que vous puissiez bien visualiser, qui vous avez en face de vous. Donc carrière sous Poissy, comme je disais, on voit la carte juste ici. Si vous êtes déjà passé devant, des grands bâtiments en bois, ben, on est à l'intérieur. Et en fait, notre association donc porte ce qu'on appelle un espace conseil France Rénov'. Et France Rénov', si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? C'est un service public de conseil à destination, du grand public, des particuliers, sur les sujets de la rénovation énergétique. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous apporter des conseils sur l'aspect, travaux, l'aspect plutôt technique, disons, voilà, quels matériaux, quels équipements, quels systèmes, par quel bout on prend le projet, voilà, tout ce côté un petit peu, échange sur le projet de travaux, en lui-même et puis ça va être également tout un volet, d'informations sur le côté, plan de financement et quelles sont les aides financières existantes aujourd'hui, sur les sujets de la rénovation, énergétique. Voilà, quelles sont les aides, quelles sont les conditions, comment ça se passe pour faire les démarches. Le réseau France Rénov' est là pour, apporter des réponses à toutes ces questions pour vous permettre d'y voir, plus clair. Donc c'est un service public qui du coup, sera, neutre, gratuit et indépendant et ça on le verra, c'est assez important et du coup, c'est ce qui fait aussi la valeur de ce service-là, de pouvoir avoir un appui, un tiers de confiance dans vos projets. Et donc, je le repréciserai également en fin de présentation, mais France Rénov', c'est un service qui est, national et ensuite, qui est porté à échelle locale par différentes structures. Et donc nous, l'association Énergie Solidaire, on représente, France Rénov', mais sur un territoire bien défini et c'est celui que l'on voit, à l'écran. Donc, voilà, on le simplifie en disant le nord, des Yvelines, en l'occurrence, mais, c'est toutes les communes qui sont situées sur ce territoire, vert, donc ça correspond effectivement à la moitié nord plutôt, des Yvelines. Mais sachez que peut-être ce soir, il y a des participants qui ne sont pas forcément, de ce territoire-là, mais peut-être, plus largement des Yvelines, et peut-être plus au sud. Sachez qu'il existe des espaces conseils France Rénov' également au sud Yvelines, mais j'y reviendrai plus en fin de présentation, pour, vous indiquer comment, trouver les coordonnées de vos espaces, locaux. Donc voilà, donc moi c'est Vincent et je suis, conseiller France Rénov', à l'association. Bah, Dorian, peut-être, tu peux dire un petit mot également, pour ta part. Oui, bonsoir tout le monde. Ben, voilà, je suis, le collègue de Vincent, donc comme lui, je suis aussi un conseiller France Rénov'.
Et donc, moi, je m'occupe aussi de d'autres parties. Donc, on a aussi au sein de ce service plusieurs animations. Donc, moi, notamment, je m'occupe d'aider les familles et les ménages sur le territoire Grand Paris Seine-et-Oise dans la prévention et la réduction de leurs déchets. Euh, c'est l'occasion aussi pour parler de pas mal de défis qu'on organise aussi. Défis énergie, défis zéro déchet, défis école, etc. Et donc ce soir, mon rôle sera voilà, de répondre à vos questions, de gérer le chat pendant la présentation et pour ensuite organiser un peu le temps de questions-réponses après la présentation. Super, Voilà. merci Dorian. Et du De coup, rien. Angèle, je te laisse te présenter, puis présenter ta structure également. À mon tour, donc bonsoir tout le monde. Donc, je suis Angèle et je suis juriste à l'ADIL. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ADIL? C'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc, c'est une association composée exclusivement de juristes et on est là pour vous renseigner du coup de manière neutre et gratuite sur toutes vos questions en lien avec le droit immobilier. Donc, c'est un très très gros panel de thématiques qui vont du coup du rapport locatif, de la copropriété, la rénovation thermique, l'accession à la propriété. Et du coup, on renseigne plus de 10 000 personnes par an, sachant que nous, du coup, on va couvrir tout le territoire des Yvelines et on a 22 permanences délocalisées pour être au plus près de vous. Voilà. Très bien, bah, merci Angèle. Voilà, ça vous permet de mieux visualiser un petit peu les deux structures qui vont intervenir ce soir. Mais du coup, voilà, vous voyez que ça s'inscrit en fait sur deux structures qui portent un service public de conseil. Et donc, on vous invitera bien entendu en fin de présentation à garder les contacts si vous souhaitez un petit peu poursuivre les échanges par la suite. Voilà, bah, écoutez, je vous propose, sans plus tarder qu'on puisse, démarrer. Alors dans un premier temps, on va essayer de rappeler un petit peu les enjeux et ce qui pousse, finalement à s'intéresser de plus près à l'isolation des murs, par l'extérieur. Donc plutôt un rappel, contextuel et ce qui motive, à se lancer dans ce genre de projet-là. Donc c'est disons des enjeux et des motivations, assez variés, hein. L'isolation de murs par l'extérieur, ça s'inscrit finalement dans un cadre un petit peu plus global d'une rénovation énergétique, de son logement et donc ça, on peut le faire, pour, différentes motivations, finalement. Ça peut être des motivations d'amélioration du confort dans le logement. Voilà, on va en parler ce soir pendant la présentation, mais, avoir, globalement moins froid en hiver et moins chaud en été. Donc ça peut être, atteint grâce à une isolation de mur par l'extérieur, donc ça va être un côté plutôt confort. Bien sûr, lié, à l'énergie et au chauffage, c'est également là pour apporter des économies, sur les factures d'énergie, donc baisser les consommations de chauffage notamment. On aura l'occasion, d'y revenir. Mais voilà, l'isolation de murs par l'extérieur, c'est aussi une amélioration du bâti en général, hein, et donc ça permet de retravailler à son niveau d'étanchéité, son niveau d'isolation acoustique également. Donc c'est vraiment beaucoup de bénéfices qui sont induits. Alors souvent, voilà, on a une motivation principale qui enclenche un petit peu la réflexion, mais derrière, c'est quand même des bénéfices multiples que l'on peut obtenir. Donc là, voilà, j'ai plutôt évoqué des sujets de confort, de baisse de facture et de qualité du logement en question. Mais voilà, l'isolation thermique, ça s'inscrit aussi sur des sujets de plutôt, je dirais, immobilier liés au logement par rapport à des réglementations qui entrent en vigueur. Donc je vais laisser Angèle faire un petit commentaire là-dessus également. Oui, le côté chiant, c'est toujours moi. Parce que, outre le bien vivre chez soi, il y a aussi tout l'aspect vente et mise en location pour que votre bien puisse continuer de vivre et de faire son parcours logement. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le grand sujet, c'est la réglementation des passoires thermiques. L'isolation, elle va vous permettre notamment de sortir de ce qu'on appelle les passoires thermiques, donc aujourd'hui les F et les G, puisqu'il y a de plus en plus de contraintes sur ces biens-là à la location, qui sont déjà mis en place aujourd'hui et qu'on pourra détailler si vous voulez dans un second temps, puisque ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais aussi à la vente, puisqu'il y a des obligations d'audit énergétique et qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est ce que vous voyez dans le petit carré vert sur la slide. Voilà.
Merci pour ces précisions. Et donc ce soir, voilà, on va se concentrer, comme je disais, c'est un cadre, un petit peu global de rénovation énergétique, mais ce soir, on va se concentrer vraiment sur, l'isolation des murs et plus particulièrement, isoler des murs par l'extérieur. Et pour que vous ayez un petit peu une idée, une moyenne en fait, hein, des déperditions qui s'opèrent, dans un logement. Les murs, en général, occupent la seconde place de niveau de déperdition. C'est une moyenne bien entendu, hein, tout dépend de la typologie du bâti, de son époque de construction aussi, hein. Et puis si, ce soir, on va plutôt se concentrer sur un profil maison individuelle, mais si vous êtes en copropriété, ça peut changer la donne, et cetera. Voilà, donc c'est une moyenne, mais en général, les murs, 25 des déperditions, de chaleur, donc c'est quand même un poste, qu'il ne faut pas négliger, et donc ça va être vraiment notre cœur, d'attention, ce soir. Donc sans plus tarder, on va se lancer peut-être plus dans un côté, je dirais, définition d'une isolation de murs par l'extérieur, ce que c'est exactement. Donc c'est une méthode d'isolation des murs, ça, tout est dans le nom. L'idée va être du coup d'appliquer un matériau isolant, mais voilà, sur la face externe des murs et de recouvrir ensuite cet isolant par, une finition. Et alors maintenant, vous voyez là, on a un petit schéma, représentatif d'une maison, où on voit, finalement les petites vagues rouges, ça représente les déperditions, de chaleur. Donc on voit qu'il y en a pas vers le haut ou vers le bas parce que très bien on a pu isoler, dans un premier temps la toiture et le plancher bas a été isolé également. Mais voilà, au niveau des murs, il y a rien. Donc on va s'y intéresser de plus près. Et donc j'ai noté sur la gauche que l'isolation de murs par l'extérieur, c'était notamment, connu et réputé pour pouvoir limiter, les phénomènes de ponts thermiques. Alors les ponts thermiques, c'est vraiment un enjeu qui est assez, fondamental, hein, sur, la rénovation énergétique du logement. Ça va être en fait, si vous ne connaissez pas la définition de ce qu'est un pont thermique, c'est tout simplement une interruption de l'isolant. Donc en fait, ça va être un endroit où l'isolant, il est interrompu, il est coupé. Et donc ça crée une faiblesse thermique et on va appeler ça un pont thermique. Alors en général, c'est plus parlant avec un exemple, et en fait, on va du coup comparer l'isolation de murs par l'intérieur pour montrer un exemple. Donc là, je vais montrer un deuxième schéma où on est venu isoler nos murs, mais par l'intérieur. Donc on a notre isolant en jaune, vous le voyez, mais seulement par l'intérieur, vous voyez bien qu'on est, par exemple, on est bloqué par le plancher intermédiaire. On n'a pas pu mettre d'isolant, entre le rez-de-chaussée et le premier étage parce que le plancher nous bloquait, forcément. Donc, ce que vous voyez, hein, ici, c'est que les vaguettes rouges, elles ne sont pas complètement supprimées. Il y en a toujours qui demeurent, notamment au niveau de la ligne de plancher intermédiaire. Et bien ça va être ce qu'on appelle un pont thermique. Il y a une interruption de l'isolant à cet endroit-là. Et maintenant, pour que vous puissiez visualiser ça un petit peu mieux, je vais vous montrer une image d'une caméra thermique. Donc là, on est à l'extérieur, hein, et on a pris en photo avec une caméra thermique le pignon d'un mur. Et on voit bien sur ce mur, on arrive à distinguer très nettement en fait des cloisons, intermédiaires ou des murs de refend et des planchers, un plancher haut, un plancher intermédiaire, qui apparaissent vraiment beaucoup plus jaunes à la caméra. Donc c'est des zones beaucoup plus chaudes et donc ça traduit finalement des déperditions de chaleur à l'extérieur. Et ça, c'est clairement une représentation visuelle de ce qu'est un pont thermique. Et en général, ça traduit des isolations de murs par l'intérieur parce que on arrive, justement à bien distinguer nettement toutes ces zones où on a dû couper l'isolant forcément en passant par l'intérieur. On est gêné en quelque sorte par les murs, les cloisons, les planchers. Maintenant, si on s'intéresse plutôt à isoler par l'extérieur, vous allez le voir sur ce nouveau schéma. Là, notre isolant, il est placé de manière beaucoup plus continue. On a moins d'obstacles, forcément, le plancher intermédiaire, par exemple, ne dépasse pas, à l'extérieur. Donc l'isolant, il est placé de manière beaucoup plus continue. Et donc ça permet de limiter vraiment le phénomène de pont thermique. Et là, à nouveau, nouvelle, image thermique. Donc là, on a un pignon ici qui a été isolé par l'extérieur. Vous voyez que sur ce pignon, on a quand même une couleur, très homogène et on n'arrive pas à distinguer au milieu, des murs de refend, ni même un plancher intermédiaire. Ça montre l'impact, sur la diminution des ponts thermiques, que représente l'isolation de murs par l'extérieur. Alors vous notez peut-être une, ligne un peu plus jaune en bas cette fois. Voilà, gardez ça en tête. Je ne vais pas expliquer tout de suite ce que c'est, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, déjà sur cette première notion de pont thermique, c'est un des gros avantages de l'isolation de murs par l'extérieur plutôt que par l'intérieur, c'est de limiter ce phénomène-là. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu la définition, je dirais, basique de l'isolation du mur par l'extérieur, forcément, on va s'intéresser à l'isolant en lui-même. Qu'est-ce que je mets comme isolant? Qu'est-ce qui existe comme isolant? Et on va le voir, mais il n'y en a pas qu'un seul. Donc je vais un petit peu détailler tout ça. Choisir un isolant, c'est pas quelque chose forcément de très simple. Il faut pas, voilà, souvent il y a la question: quel est le meilleur isolant?
Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas une réponse unique à cette question. Tout va dépendre de vos critères de choix. Et donc ce soir, on va essayer de passer en revue plusieurs critères et je vais commencer peut-être avec un critère d'aspect environnemental parce que ça va me permettre en fait de présenter un peu toutes les familles d'isolants qui existent. Alors on va retrouver des isolants issus de l'industrie pétrochimique, notamment les 2 principaux, le polystyrène et le polyuréthane. Donc ça, c'est des isolants issus de l'industrie pétrochimique. Ensuite, on a des isolants qu'on appelle minéraux, les 2 principaux, laine de verre et laine de roche, que l'on connaît en général assez bien. Ensuite, on va retrouver des isolants issus du recyclage, la ouate de cellulose notamment, qui se répand beaucoup, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un isolant issu du recyclage du papier et du carton. Voilà, c'est un exemple qui est assez employé en rénovation énergétique et fibres de textile. Vous savez, quand vous déposez, par exemple, des vêtements dans les bornes relais, ça peut être réemployé pour fabriquer de l'isolant. Donc à nouveau, une autre source d'isolation, le recyclage. Ensuite, on a également des isolants biosourcés d'origine végétale. Là, je donne 2 exemples, fibres de bois, chanvre. Voilà, c'est des isolants d'origine végétale, mais il y en a d'autres, hein. On peut retrouver, du lin, par exemple. Donc ça donne 2 nouveaux exemples et puis je termine, alors peut-être avec un exemple un peu plus original, des isolants biosourcés d'origine animale cette fois, laine de mouton, plume de canard. Voilà, alors ça, c'est pour montrer que ça existe. C'est pas forcément les isolants les plus répandus, et ça peut être dur de trouver un artisan qui travaille avec ça. Mais en fait, c'est vraiment pour, déjà vous alerter sur le fait que des isolants, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et tous déjà sur ce côté critère environnemental n'ont pas le même impact environnemental et de ce point de vue-là, des isolants notamment, pétrochimiques comme le polystyrène, le polyuréthane sont des isolants avec une empreinte environnementale la plus mauvaise. Également les isolants minéraux, laine de verre et laine de roche qui, pour leur processus de fabrication notamment, nécessitent en fait d'utiliser des fours qui montent, très haut en température à plus de 1500-2000 degrés. Donc c'est énormément de consommation d'énergie pour fabriquer l'isolant. Donc en fait, c'est des matériaux dont l'empreinte environnementale est assez forte, contrairement à d'autres plutôt issus d'origine végétale ou du recyclage qui vont avoir une empreinte environnementale plus faible. Pardon. Donc déjà, il y a un premier critère environnemental, mais on peut tout de suite le comparer à un critère, je dirais, économique. Et là, si votre question, c'est quel est l'isolant le moins cher, par exemple, ce sera probablement aujourd'hui encore des isolants comme le polystyrène. Mais du coup, on voit déjà qu'il y a une contradiction sur le critère environnemental avec le critère de prix. C'est pour ça aussi que j'indiquais qu'il n'y a pas forcément un isolant meilleur que les autres. Tout va dépendre un petit peu de vos critères de choix et comment vous les priorisez. Donc là, voilà, ça permet déjà d'avoir un petit visu sur toutes les familles d'isolants qui existent. Et donc, voilà, on peut comparer ça d'un point de vue environnemental ou économique. Moi, ce soir, je vais peut-être plus mettre l'accent sur des aspects, je dirais, techniques, sur voilà, les performances de l'isolant en tant que tel. Et donc pour ça, on va en fait aborder deux notions qui vont être vraiment à retenir. La première, c'est ce qu'on va appeler la résistance thermique. C'est probablement la plus répandue. Et donc on va regarder ça tout de suite. La résistance thermique, alors j'ai mis confort d'hiver parce qu'on va aussi s'intéresser au confort d'été et on va voir que pour le confort d'été, la résistance thermique, c'est pas forcément ça qu'il va falloir regarder de trop près. Donc là, on va plutôt s'attarder sur le confort d'hiver, mais via cette résistance thermique. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ça va finalement qualifier la performance d'un isolant, sa capacité en fait à résister au transfert de chaleur. Donc plus la résistance thermique est grande et mieux ce sera. Alors, avant que je définisse ça plus en détail, on va faire un petit exemple. Et là, je vous invite à utiliser le chat notamment pour pouvoir répondre rapidement. Euh, Exemple 1, voilà, on a un même matériau. C'est le même matériau, mais on a des épaisseurs différentes. À votre avis, d'un point de vue résistance thermique, du coup, quel est le meilleur isolant? Voilà, vous pouvez répondre, bon, je n'ai pas mis les chiffres, mais on va dire 1, c'est le moins épais, 2 au milieu et 3, le plus épais. Je vous laisse répondre rapidement, je vais pas trop m'attarder. Alors, je vois dans le chat, il y a 2 réponses pour l'instant. Le plus grand, 3, 3. 1, le plus épais. OK. Alors, effectivement, ça va être le plus épais. Le plus épais va avoir ici la même résistance thermique parce que on compare le même matériau. Et on va s'intéresser après, on va voir comment la résistance thermique est liée à l'épaisseur. Maintenant, deuxième exemple, on a cette fois des matériaux différents. Donc un matériau bleu, un jaune, un vert. Et là, même question, finalement, quel est le meilleur isolant d'un point de vue résistance thermique? Est-ce que c'est le bleu, le jaune ou le vert? Là, vous pouvez répondre avec les couleurs, me dire ce que vous en pensez.
Alors, je vois une première réponse, ça dépend. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres avis? Dépend du matériau, ça dépend. Effectivement, là, la remarque est pertinente, ça va dépendre tant qu'on ne connaît pas le matériau, on ne peut pas uniquement se baser sur l'épaisseur. L'épaisseur, ça va être un point important, mais ce ne sera pas le seul. Et du coup, ça me permet d'en venir finalement à la définition de la résistance thermique. Et la voici. C'est un petit calcul, mais c'est une petite division de rien du tout. Donc R, qui est la résistance thermique, égale E, qui est l'épaisseur de l'isolant, sur le lambda. Le lambda qui représente la conductivité thermique. Alors, je vais détailler ça un peu plus. Donc l'épaisseur, ça, on comprend très intuitivement. Plus l'épaisseur sera grande et plus la résistance thermique sera grande. Et donc, mieux ce sera. Le lambda, la conductivité thermique, c'est plutôt l'inverse. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit vraiment la plus faible possible parce qu'on veut justement que l'isolant ne conduise pas la chaleur. Donc, on veut qu'il ait une conductivité la plus faible possible, le plus proche de zéro. Là, par exemple, vous voyez, on dit parfois le métal est un bon conducteur. Oui, le métal est un bon conducteur, il a une bonne conductivité, mais du coup, le métal est un très mauvais isolant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne l'utilise pas en tant que tel. Donc, R égale E sur lambda. Maintenant, pour vous donner un petit exemple chiffré, un isolant comme de la fibre de bois, avec environ 20 cm d'épaisseur, on obtient une résistance thermique R égale 5. Voilà, c'est bien sûr, tout dépend de la marque et du modèle, mais c'est quand même une moyenne qui est plutôt appréciable. Donc R égale 5 avec 20 cm de fibre de bois. Maintenant, si on veut obtenir un R égale 5 avec du béton, on va regarder l'épaisseur qu'il nous faudrait. Là, en l'occurrence, pour avoir un R de 5 avec du béton, ce serait environ 8 mètres de béton. Donc ça, c'est pour réaliser à quel point le mur n'est pas, le matériau qui compose le mur, la structure porteuse de votre logement, c'est pas un matériau isolant. Parfois, on se dit, j'ai des murs épais, c'est isolant. Non, en l'occurrence, d'un point de vue résistance thermique, le béton, le parpaing, la brique, la pierre, ce pas des matériaux avec une conductivité intéressante pour avoir une bonne résistance thermique. C'est pratiquement négligeable sur la résistance thermique que ça apporte. Ça va vraiment être l'isolant qui va apporter la notion de résistance thermique. Alors attention, je vais de toute façon aborder ce point-là juste après. Les murs en pierre épais, ça peut avoir des atouts, mais d'un point de vue résistance thermique, c'est médiocre, c'est presque négligeable sur cette notion de résistance thermique. Donc en tout cas, premier point vraiment fondamental, la résistance thermique, retenez bien ça. Et donc pour vous donner quelques, je dirais, valeurs, maintenant c'est isoler des murs par l'extérieur, quelle résistance thermique je dois mettre. Alors, d'un point de vue, je dirais, légal et réglementaire, en fait, entre guillemets, vous pouvez faire, finalement un petit peu ce que vous voulez. Alors je m'explique. Il existe vous avez sans doute entendu parler des réglementations thermiques, RT 2012, RE 2020, mais ces réglementations-là s'appliquent pour le neuf, donc c'est pour de la construction neuve. On la connaît un peu moins, mais il existe une réglementation thermique pour l'existant, la RT existant. Elle est moins répandue et en fait, elle impose quand même des niveaux d'exigence minimum à respecter. Mais c'est des niveaux d'exigence qui, non seulement sont très faibles, c'est des niveaux assez faibles, donc finalement, je vous conseille assez peu de vous limiter à ça. Et de plus, c'est une réglementation qui possède quand même beaucoup de cas de dérogation et donc on peut rapidement ne pas être obligé de la respecter, cette réglementation de l'existant. Ce qui fait qu'elle est du coup un petit peu moins connue, un petit peu moins répandue. Mais malgré tout, c'est quand même un document que vous pouvez analyser. Mais en termes de résistance thermique, je crois que le minimum qui est demandé, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2,3. Mais je vous invite en fait à ne pas retenir ce chiffre parce que c'est un chiffre qui est très faible pour de l'isolation de murs par l'extérieur. Et pour mieux vous aiguiller, il vaut mieux en fait regarder ce qui est demandé au niveau des dispositifs d'aide financière. Il y a des dispositifs d'aide, j'y reviendrai un peu en fin de présentation, et ces dispositifs d'aide peuvent impliquer des minimums de résistance thermique à atteindre. Et en l'occurrence, le principal, qui est MaPrimeRénov' aujourd'hui, pour notamment des packages de rénovation d'ampleur, implique un minimum de 4,4 à atteindre. Donc ça, c'est déjà bien plus cohérent en termes de performance par rapport aux enjeux énergétiques actuels. Vous pouvez retenir d'essayer de viser, dans la mesure du possible, un 4,4 pour les murs. Voilà, alors je ne m'attarde pas plus là-dessus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser auprès de mon collègue. Je vais enchaîner sur une deuxième notion qui va plutôt être liée au confort d'été cette fois. Et en fait, on va parler de déphasage thermique et d'inertie. Le confort d'été,
Alors en ce moment, la période n'est pas propice à ça parce qu'il ne fait pas forcément très chaud dehors, mais l'été, quand on souffre de canicule, hein, souvent dans un logement, on peut vite avoir chaud, et particulièrement dans les étages hein, qui sont parfois sous rampant. Donc le confort d'été, c'est aussi un point qu'il faut avoir en tête. Si vous vous intéressez à la rénovation de votre logement et aux murs notamment, si le confort d'été est pour vous déjà un sujet d'actualité parce que vous le vivez au quotidien, ben vous allez devoir vous intéresser à cette notion de déphasage thermique. En fait, le déphasage, c'est une durée qui va s'exprimer en heures, et donc, c'est la durée au bout de laquelle l'isolant va restituer la chaleur qu'il aura emmagasinée du rayonnement solaire. Cette fois, on va s'intéresser vraiment au rayonnement du soleil qui vient frapper les parois. Donc là, bon, l'exemple, ça montre la toiture, mais en fait, la réflexion est la même pour les murs. Donc le temps de déphasage, plus il sera long, et mieux ce sera. Parce qu'en fait, on va avoir une durée longue, ça traduit que la paroi, le mur, va garder la chaleur et va la restituer vraiment plus tard. Donc l'idée, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est de chercher des temps de déphasage de l'ordre de 9-10 heures en général. Ça traduit que ben voilà, s'il y a un pic de chaleur à midi, eh ben, cette chaleur sera restituée dans le logement 9-10 heures plus tard, donc en soirée ou la nuit, à une période où du coup il fait plus frais dehors et donc on peut rafraîchir le logement. Alors que des temps de déphasage de 3-4 heures, bah, finalement, ça c'est plutôt médiocre parce que en fait, la chaleur va rentrer rapidement dans le logement et vous ne pourrez pas aérer pour rafraîchir parce que dehors, il fera toujours 35-40 degrés. Donc le temps de déphasage, il faut faire en sorte qu'il soit le plus long possible. Et ça, ce n'est pas que en regardant la résistance thermique que l'on peut savoir si on a un bon temps de déphasage. En fait, ça va plutôt venir de l'isolant en lui-même et plus particulièrement la densité de l'isolant. En fait, sa masse volumique. Plus un isolant sera dense, plus il aura une masse volumique importante et plus il apportera en fait du déphasage thermique. Il aura ce qu'on appelle de l'inertie. Et c'est là où je refais un petit parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, les fameux murs épais en pierre. C'est là où la pierre est très intéressante pour le confort d'été parce que c'est un matériau qui est très dense, qui a une bonne densité. Et donc, pour le confort d'été, c'est très bien. Par contre, la pierre, sur la résistance thermique, là, à nouveau, on perd ses atouts. Donc, le temps de déphasage, c'est vraiment l'isolant en lui-même, sa densité et sa masse volumique, du coup. Plus elle sera importante et meilleur sera le déphasage. Et donc là, pour comparer quelques isolants, bah, à nouveau, les isolants plutôt pétrochimiques, polystyrène, polyuréthane ou laine de verre notamment, c'est des isolants où le déphasage est plutôt médiocre de ce point de vue-là. Donc, en fait, ça n'améliorera pas la situation l'été. Après, si vous n'avez pas de contraintes de confort d'été repérées, voilà, c'est peut-être pas forcément du coup votre axe prioritaire, mais si vous identifiez un inconfort d'été vraiment important, intéressez-vous de plus près au choix de l'isolant et pas uniquement à la résistance thermique. Et donc là, des isolants comme la fibre de bois, le liège, la laine de roche, qui sont des isolants qui peuvent s'employer pour isoler des murs par l'extérieur, ont un déphasage plus important. Ils ont une meilleure densité, donc un meilleur déphasage. Voilà, donc ça, c'est la notion de confort d'été. Et vous voyez, on a un petit graphique justement ici. Quelle épaisseur il faudrait pour avoir un déphasage de 10 heures avec toute une liste d'isolants. Et vous voyez que on retrouve en dernier les laines de verre, les polystyrènes, comme je disais. C'est des isolants où pour vraiment avoir un déphasage de 10 heures qui est intéressant, avec de la laine de verre, il faudrait vraiment mettre une épaisseur très conséquente. Et on ne s'imagine pas mettre 55 cm sur ces murs pour avoir un bon déphasage. Alors que des isolants, voilà, comme le liège, la fibre de bois, ouate de cellulose, c'est des isolants qui ont des atouts sur ce côté confort d'été. Et bien sûr, on ne fait pas de compromis sur la résistance thermique. C'est à peu près à épaisseur équivalente. Par exemple, une laine de verre et une ouate de cellulose, à épaisseur équivalente, on a la même résistance thermique, mais on a un meilleur déphasage avec la ouate. Donc ça, c'est voilà, deux notions qu'il faut à étudier en parallèle. Donc le confort d'été. Ça peut vous orienter sur un choix d'isolant. Un autre point qui peut vous orienter sur un choix d'isolant, ça va être la nature de votre mur. Finalement, qu'est-ce que j'ai comme mur? Est-ce que j'ai un mur en parpaing, en béton, en pierre, en mâche-fer? Et pourquoi je dis ça? En fait, plus particulièrement par rapport aux maisons, les maisons bâties anciens en pierre ou en briques ou bien même le mâche-fer, donc des vieilles maisons. C'est des matériaux en fait très spécifiques qui ont des propriétés dites de perspirance. Alors la perspirance, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le mur a une capacité de respirer, de laisser passer la vapeur d'eau. On produit de la vapeur d'eau dans un logement et cette vapeur d'eau, elle a besoin de s'extraire à l'extérieur du logement. Donc elle va traverser le mur si on a un mur perspirant. Et c'est le cas avec la pierre par exemple ou les maisons en briques. Et donc, cette vapeur d'eau qui traverse le mur,
il ne faut surtout pas qu'elle soit bloquée par un isolant de l'autre côté, un isolant qui serait non perspirant. Et donc là, je donne des exemples. Le polystyrène, le polyuréthane sont des isolants vraiment imperméables à la vapeur d'eau. Ils ne laissent pas passer de vapeur d'eau. Donc le risque, c'est que finalement, notre vapeur d'eau, elle traverse le mur et ensuite, elle se retrouve bloquée face à du polystyrène ou du polyuréthane. Et là, la vapeur d'eau, si elle est bloquée, à un moment donné, elle finira par condenser. Elle redeviendra liquide entre le mur et l'isolant. Et donc là, ça, c'est catastrophique pour votre mur parce que il y aura de l'humidité et à terme, ça va détériorer l'isolant, ça va détériorer le mur. Il va falloir tout refaire, parfois en l'espace de 2 ans, 2-3 ans, il faudra tout refaire. Alors que sur du bâti ancien, isoler par l'extérieur, c'est pas interdit. Après, on le verra, il y a des questions d'esthétisme, des questions architecturales et d'urbanisme qui peuvent intervenir. Mais d'un point de vue technique, c'est pas interdit d'isoler par l'extérieur le bâti ancien. Par contre, les recommandations vraiment qui sont mises en avant, c'est de choisir un isolant qui va avoir également des propriétés de perspirance. Et en fait, pour avoir ces propriétés de perspirance, il faut se tourner plutôt vers des isolants naturels. Et donc, on va retrouver notamment la fibre de bois qui est, ou le chanvre, qui est très associé aux bâtis anciens parce qu'ils ont ces propriétés de perspirance. Ça peut être à nouveau un nouveau critère qui vous oriente plus vers un choix d'isolant qu'un autre. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de critères qui peuvent faire qu'on choisit un isolant ou pas. Les maisons, je dirais plus dites modernes, je vais vous montrer un petit graphique pour dire voilà, comment on parle d'une maison moderne ou pas moderne. Alors en général, si on devait mettre une année, on dit les maisons d'avant 48, c'est du bâti ancien, les maisons d'après 48, on est sur du bâti moderne, mais bien sûr, tout s'est pas fait du jour au lendemain. Tout va dépendre en fait des matériaux de construction. Et donc, le bâti ancien, en fait, c'est plutôt des matériaux traditionnels comme la pierre, la brique, comme je disais, alors que le bâti moderne, c'est plutôt le parpaing, le béton. Mais du coup, le béton, le parpaing, c'est des matériaux qui n'ont pas cette propriété de perspirance. Donc là, le fait de mettre du polystyrène de l'autre côté, d'un point de vue gestion de la vapeur d'eau, ça ne crée pas de désordre si on a une maison en parpaing, par exemple. Donc c'est important de se questionner sur c'est quoi les matériaux qui composent mes murs parce que ça peut vous aider dans le choix de l'isolant. Voilà. Et ensuite, un autre point important à associer avec de l'isolation de murs par l'extérieur, c'est la question de la ventilation. C'est toujours en lien avec cette vapeur d'eau que l'on produit à l'intérieur d'un logement. On en produit beaucoup en respirant dans la cuisine, la salle de bain, les WC, etc. Mais du coup, cette vapeur d'eau, quand on isole, malgré tout, on va quand même renforcer l'étanchéité du logement et cette vapeur d'eau, elle a quand même plus de mal à sortir, à s'extraire naturellement vers l'extérieur et c'est là où, si vous n'avez pas aujourd'hui de système de ventilation mécanique, c'est-à-dire avec moteur, il faut se questionner d'un peu plus près là-dessus parce qu'une ventilation naturelle dans un logement qui n'est pas isolé, ça peut être suffisant. Par contre, dans un logement qui retravaille bien son isolation, on peut se retrouver avec des cas de condensation sur la face intérieure des murs ou sur les fenêtres. Parfois, on a des gouttes d'eau sur les fenêtres parce que la vapeur d'eau a du mal à s'extraire. Et ça peut être le signe d'un besoin d'avoir une ventilation mécanique. On appelle ça des VMC. Je ne vais pas m'étaler de plus sur le sujet parce que ce n'est pas le sujet de la soirée, mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Mais en tout cas, gardez bien en tête la ventilation à associer à de l'isolation de murs par l'extérieur. Maintenant, pour des sujets peut-être un peu plus pratiques, voilà, rapidement, quelles sont les techniques de pose les plus courantes quand on fait une ITE, une isolation thermique par l'extérieur? Donc, on en a 3. Une pose tout simplement collée. Donc là, on a notre mur et on a notre isolant. Alors, il y a un rail qui est fixé en bas, mais notre isolant, il est vraiment directement collé sur la paroi. Ça marche pour des isolants plutôt, je dirais, légers comme le polystyrène, le polyuréthane, mais c'est vraiment, voilà, ça ne va pas plus loin que la colle, l'isolant et puis les sous-enduits et puis un enduit de finition finale. C'est la pose collée. Maintenant, il y a une deuxième pose qui existe, c'est globalement la plus répandue aujourd'hui, la pose calée chevillée. Donc cette fois, alors on a toujours des plots de colle qui sont mis sur l'isolant, mais en plus, on a des chevilles qui traversent l'isolant pour venir se fixer dans le mur. Donc là, il y a une fixation via la cheville qui se fait en plus pour bien maintenir l'isolant contre le mur. Donc ça, c'est la pose calée chevillée. Voilà, on a nos chevilles en plus, mais après, on retrouve toujours par-dessus l'isolant des sous-enduits, puis un enduit de finition classique.
Et puis, il y a une autre méthode qui existe, ça va être vraiment là une fixation mécanique avec des rails, des montants. Vous voyez là, on a des montants en bois qui sont fixés au mur avec ces petits éléments-là. Et donc, l'isolant est fixé derrière ces montants-là. Ça peut notamment se justifier quand on veut avoir une finition avec du bardage, par exemple. Voilà, je vais revenir un peu plus sur les finitions juste après, mais retenez que c'est 3 techniques les plus employées, mais c'est la pose calée-chevillée, c'est en général la plus employée. La fixation mécanique, ça peut se justifier aussi si vous avez une surface de mur qui n'est pas très régulière. Eh ben, on peut aussi utiliser des montants pour qu'avec un isolant un peu plus souple, ça permet de mieux tenir l'isolant en l'occurrence. Voilà. Après ça, bien sûr, c'est les artisans qui discuteront de ces sujets avec vous. Ensuite, sur la finition, voilà, les finitions, ça varie, hein. En général, on va retrouver des enduits, des crépis assez classiques par-dessus l'isolant, mais un peu moins fréquent, mais on retrouve aussi des bardages, bardages en bois. Voilà. Après, des briquettes de parement également qui peuvent. Après, voilà, là, si on rentre plus dans des questions d'esthétisme aussi, donc ça va être un petit peu dépendamment de vos choix, et puis aussi, on le verra, mais de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire dans votre secteur d'habitation. Voilà, ça, c'est plus les sujets de finition. C'est voilà, rien de très sorcier, mais retenez surtout que la finition, c'est pas ça qui fait l'isolation, hein. Donc le bardage, c'est pas l'isolant en lui-même, c'est vraiment une finition. Donc c'est pas l'isolant, ça apporte pas de résistance thermique vraiment importante. Alors, isoler par l'extérieur, c'est pas seulement des performances thermiques qu'on atteint, c'est aussi un moyen de redonner un coup de jeune à la façade, hein. Donc notamment si vous avez des réflexions de ravalement de façade, essayez voilà, d'avoir la réflexion d'isoler en même temps parce que c'est vraiment l'occasion de mutualiser des coûts. Mais effectivement, isoler par l'extérieur, c'est clairement l'occasion de donner un coup de jeune sur toute la façade pour lui donner un aspect bien plus propre. Donc c'est une occasion, c'est pas seulement thermique et performance, hein, c'est aussi esthétique et sur la valeur du logement également. Ensuite, je parlais tout à l'heure du confort d'été. Isoler des murs par l'extérieur, il faut aussi vous poser la question des autres éléments qui sont présents sur votre façade. Je parlais du confort d'été tout à l'heure et je disais, voilà, si vous souffrez du confort d'été et que vous avez des murs qui sont particulièrement exposés au soleil, le choix de l'isolant, il est important. Choisir un isolant qui va avoir un bon déphasage, comme je disais. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous focaliser que sur ça, forcément, parce que si vous choisissez un bon isolant avec un bon déphasage, mais que vous avez ce genre d'ouverture sur votre façade avec des grandes baies vitrées, des grandes fenêtres et qu'il n'y a aucune protection solaire dessus, l'isolant, malheureusement, il ne va pas faire de miracle, hein. Le soleil, il passe sans problème à travers les fenêtres et donc vous aurez malgré tout des surchauffes dans votre logement, alors que pourtant vous avez choisi un isolant avec un bon déphasage parce que voilà, il faut essayer en fait d'avoir la vision la plus globale de votre logement. Aujourd'hui, on se concentre sur l'isolation des murs, mais forcément sur une façade, on va retrouver les volets, on va retrouver la possibilité de mettre des ombrières, des casquettes solaires, des protections solaires. C'est vraiment l'occasion d'aborder ces deux aspects parce que le confort d'été, ça passe aussi par une bonne protection des ouvertures des menuiseries, notamment les menuiseries qui sont exposées au soleil, et donc avoir des éléments de façade qui permettent de bloquer les apports solaires. C'est vraiment complémentaire au choix de l'isolant pour améliorer le confort d'été. Et ça, c'est des choses à penser en même temps qu'une isolation de murs par l'extérieur. Comme je disais, l'idée, de toute façon, c'est d'avoir une vision assez globale de son logement. Mais je pense aussi à la toiture, hein. La toiture, si vous mettez un bon choix d'isolant sous rampant, mais que vous avez des Velux de partout qui n'ont pas du tout de volets extérieurs, de volets roulants extérieurs, en fait, la chaleur n'aura aucun problème à passer par les Velux, même si vous avez mis un bon isolant avec un bon déphasage. Voilà, il faut essayer d'avoir la vision la plus complète possible. Donc ça, c'est plus pour le côté gestion du confort d'été. Après, isoler des murs par l'extérieur, c'est pas seulement un isolant, une épaisseur et une finition. Ça, oui, ça doit apparaître sur le devis, bien entendu, mais voilà, il y a plein de points singuliers sur une façade. Il y a les appuis de fenêtre, comme on voit ici, il va falloir les prolonger. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Si vous avez des volets battants, vous avez des gonds, il va falloir les retirer. Est-ce qu'on les remet? Si oui, il va falloir prévoir un gond spécifique pour prolonger l'épaisseur de l'isolant. Donc ça, il faut y penser.
Ici, vous voyez sur la photo, on a la gestion, je dirais, la surépaisseur engendrée par l'isolant. Comment on fait si on n'a pas de débord de toiture? Comment on va venir protéger l'isolant si on n'a pas le débord nécessaire pour le protéger de base? Qu'est-ce qu'on met par-dessus l'isolant? Ici, la gouttière, bah, même chose, hein, on a des descentes d'eau pluviale qu'il va falloir décaler. Donc, on va devoir gérer également la surépaisseur et donc le décalage des gouttières. Ici, ça va être plutôt l'isolation du soubassement de votre maison. Rappelez-vous tout à l'heure sur la thermographie, on voyait une ligne, un peu plus jaune, sur le bas du pignon parce qu'en fait, quand on isole par l'extérieur, je vais remontrer, sur une image. Quand on isole par l'extérieur, l'isolant en fait ne peut pas venir toucher le sol directement, sous risque qu'il y ait des remontées, capillaires. Alors c'était où? C'était là. Vous voyez, il y a un espace qui est laissé parce que ça, c'est les DTU, les documents techniques unifiés, les règles de l'art, hein, qui prévoient de laisser un espace pour éviter des remontées capillaires, pour éviter de détériorer l'isolant. Donc en fait, on a un espace où il n'y a pas d'isolant. Et c'est pour ça que sur la caméra thermique, tout à l'heure, on voyait toute une ligne jaune vers le bas. Ça, c'est parce que le DTU impose voilà, que l'isolant ne soit pas en continuité avec à même le sol. Alors, deux solutions. Soit globalement, on ne fait rien par rapport à ça, et dans ce cas, on se retrouve quand même avec un pont thermique vers le bas. Mais sinon, ça peut se gérer alors à des coûts plus ou moins importants. Mais vous voyez, dans ce cas de figure, il y a un décaissement qui a été fait tout autour de la maison et il y a un autre isolant qui a été mis plutôt pour isoler la partie basse, la partie sous-bassement. Mais du coup, cet isolant ne va pas être, va y avoir ce qu'on appelle une rupture capillaire entre l'isolant du bas et l'isolant sur le reste de la façade pour éviter les remontées capillaires. Mais au moins ici, on a supprimé le pont thermique. Alors après, hein, ça, c'est des questions de budget, des questions de faisabilité, mais quand on veut avoir la maison la plus parfaitement isolée possible, ben, c'est des questions à se poser également. Et puis la dernière photo ici, c'est plutôt la gestion des fenêtres. Vous voyez ici notre isolant qui est en jaune avec des points. Sur les tableaux de fenêtres, on a une vue de dessus, on a notre fenêtre ici avec les montants qui sont fixés au mur. Notre isolant, on peut l'interrompre vraiment au bord du mur. Mais ça, d'un point de vue thermique, c'est un petit peu dommage parce qu'on va créer un pont thermique à cet endroit-là parce qu'il y a une interruption de l'isolation. Alors que là, sur ce schéma, ce qui a été fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un retour d'isolant qui est fait dans le tableau de fenêtre. Alors vous voyez, ce n'est pas sur 15 cm d'épaisseur, hein, c'est sur, là, on est à 2-3 cm d'épaisseur. Donc il y a un retour d'isolant qui permet en fait de bloquer la déperdition thermique entre la fenêtre et l'isolant finalement. Ça, tous les artisans ne le proposent pas, mais si vous avez des montants de fenêtres suffisamment épais pour pouvoir accueillir un retour d'isolant, pensez-y aussi pour avoir l'isolation la plus performante. Donc, et tout ça pour dire qu'une isolation de mur par l'extérieur, ce n'est pas juste un isolant et une épaisseur et un enduit. C'est toute une gestion de ces points singuliers qui sont présents sur votre façade. Donc, ça implique que vous sachiez exactement ce que va faire l'artisan par rapport à ça. Et donc, on en vient un petit peu à cette question de, voilà, il faut arriver aux professionnels et arriver à faire des devis. Donc, la recherche d'un professionnel qualifié, voilà, ça demande un certain temps, mais c'est une étape qui est incontournable hein, sur l'isolation de murs par l'extérieur. Donc, gardez bien en tête, on prend un temps de réflexion, surtout sur des travaux d'ITE comme ça, qui représentent des budgets assez importants. On prend un temps de réflexion et on ne signe rien dans la précipitation. On fait attention aux offres un peu trop attrayantes, les devis faits rapidement et qui sont étonnamment pas chers, voire des offres à 1 euro ou même des offres à 0 euro. On se méfie de ça et je vous conseille juste de faire demi-tour si on vous fait une offre à 1 euro. On demande une documentation détaillée et un devis détaillé parce que vous voyez, c'est comme j'ai dit, c'est comment on gère les appuis de fenêtre, si on a des volets, les débords de toiture, les gouttières, tout ça, ça doit être noté sur un devis. Il ne faut pas que vous ayez une zone un peu de doute sur ce que va faire ou ne pas faire l'artisan. Il y a des artisans qui peuvent vous dire, moi, les volets, je veux bien les enlever, mais je ne les remettrai pas. Il y a des artisans qui disent ça. Il y a des artisans qui disent carrément, les volets, vous les enlevez avant qu'on arrive. Vous voyez, c'est vraiment, faut que le devis soit complet. Il faut que le devis soit détaillé. Alors, si vous êtes à la recherche d'artisans, vous pouvez utiliser l'annuaire France Rénov. Donc ça, sur le site francerénov.gouv.fr, vous avez l'annuaire des entreprises qui sont certifiées RGE pour de l'isolation de murs par l'extérieur. Donc vous pouvez taper, vous voyez, un code postal, un type de travaux et un rayon de recherche, et vous aurez un listing des entreprises certifiées sur ce secteur. Ça vous permettra voilà, d'avoir des adresses, d'avoir des contacts. Vous appelez, vous faites intervenir un technicien chez vous et vous obtenez un devis.
Les devis, en général, enfin, rien n'oblige les entreprises, mais j'ai jamais vu de devis payé. Donc, c'est gratuit. Donc, c'est un bon moyen d'avoir de l'information. Le démarchage commercial, hein, vous découvrez rien, je pense, en rénovation énergétique. Alors, surprise ou pas, mais c'est interdit. Après, on voit qu'on en souffre beaucoup quand même. Donc, n'hésitez pas, si on vous appelle, à bien le dire et à tout de suite demander les informations, les coordonnées de l'entreprise. En général, l'appel n'aboutira pas plus loin. Les services publics ne démarchent jamais, l'État ne mandate pas d'entreprise de travaux. Voilà, donc faites attention à ça et ne donnez surtout pas vos coordonnées bancaires, avis d'imposition, taxes foncières. Ça, c'est des documents que vous n'avez pas à donner à une entreprise, encore moins le jour d'une première visite, qu'on soit bien clair. Donc faites attention à ça. Les devis, c'est un point important, mais vous n'avez pas à donner de documents d'identité ou enfin, de documents officiels comme ça. Et en cas de doute, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. Donc les conseils par rapport à ça, ça va être de demander au moins 3 devis à des entreprises différentes pour comparer un petit peu tout ça et voilà, de regarder tout ce qui est qualification, assurance, bien sûr. Et nous, on peut vous aider là-dedans. Mais une entreprise, pour ce genre de travaux, ça nécessite un déplacement sur place, de vous laisser un délai pour signer ce devis. Sachez qu'il y a un délai de rétractation de 14 jours également après la signature. Mais surtout, voilà, c'est un gros chantier, l'ITE, donc ça implique vraiment une réflexion posée et pour ça, il ne faut pas se précipiter dans la signature d'une offre trop rapidement. Alors voilà un petit peu déjà pour cette première partie. Je vais laisser Angèle poursuivre. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Je te laisse poursuivre, mais de toute façon, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions si vous en avez, puis il y aura le temps d'échange à la fin également. Je vous remercie. Merci Vincent pour toutes ces précisions. Parce que comme vous le voyez, je suis moi-même sous pente et toutes les gens, mon bailleur et le constructeur ont beaucoup pensé à mon confort d'hiver, mais pas du tout à celui d'été. Donc je suis ravie d'apprendre que ça aurait pu être épargné. Du coup, ensemble, on va faire un petit topo des points de vigilance juridiques, après avoir vu les points de vigilance techniques. Et on va commencer par l'obligation légale d'isoler. Ensuite, on verra comment avoir un projet d'isolation en copropriété. Et ensuite en maison individuelle avec du coup empiètement sur la propriété de son voisin quand tout se passe bien et quand ça ne se passe pas bien. Donc pour commencer du coup, dès lors que vous avez un projet de ravalement de façade ou de protection de la toiture, il faut savoir qu'il y a une obligation d'isolation par l'extérieur dès lors que ça concerne plus de 50% de la surface de votre bâtiment hors ouverture. Donc on enlève les ouvertures et ensuite on fait 50% de la surface ou alors 50% de la couverture. Donc ça concerne tout ce qui est réfection de l'enduit, remplacement d'un parement ou remplacement et recouvrement de la toiture. Dès lors, vous aurez une obligation d'isoler et du coup, la commune peut vous refuser votre déclaration préalable parce que du coup, quand on fait une isolation ou un ravalement, on a une déclaration préalable puisqu'on touche à la façade ou à la toiture. La commune, elle a 1 mois pour étudier votre demande et elle peut la refuser si du coup, elle se rend compte qu'il y a plus de 50% qui est concerné et que vous n'avez pas fait de proposition d'isolation. Également, elle peut vous autoriser le projet tout en faisant des prescriptions, dont notamment la prescription de prévoir cette isolation, et vous serez contraint de vous y tenir. Forcément, ça ne vaut pas pour tous les types de façades. On ne va pas être concerné quand il y a une façade avec de la pierre, de la terre, du torchis, du bois et des matériaux de fabrication artisanale, on touche à quand même des bâtiments avec une valeur patrimoniale, architecturale et parfois protégée. Donc ces murs-là ne sont pas concernés, mais par contre tous les murs avec des constructions plus récentes, vous aurez des obligations d'isoler si vous partez sur des projets de ravalement. Est-ce que tu peux passer la slide, Vincent? Merci. Ça ne concerne pas non plus du coup les monuments historiques, les bâtiments qui ont obtenu un label de Stevens. Et comme à chaque fois qu'on crée une obligation en droit français, on crée une exception, ça ne vaudra pas non plus si techniquement, juridiquement et proportionnellement, ça ne vaut pas le coup d'isoler. Là, du coup, vous pourrez faire votre ravalement sans être inquiété.
Techniquement, c'est quand du coup, ça serait trop risqué pour le bâti. Donc là, on va encore être sur du bâti vieillissant qu'il faudrait renforcer ou du bâti avec des qualités architecturales importantes. Juridiquement, c'est quand on a une servitude qui empêche l'empiètement. Donc, par exemple, une servitude pour que votre voisin il puisse accéder à sa propriété en véhicule ou de manière piéton. Et proportionnellement, c'est quand rajouter l'isolation à votre ravalement vous reviendrait trop cher sur une période de 10 ans par rapport aux gains obtenus. Ouais. Dans tous ces cas-là, vous n'aurez pas d'obligation de rajouter de l'isolation à votre ravalement. Par contre, si vous voulez, de vous-même isoler, dans ce cas-là, on va étudier ensemble comment on fait dans le cadre de la copro. Je vais passer à la slide. Alors, en copro, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont en copropriété, mais forcément, les murs, on touche à quelque chose qui est une partie commune. C'est quasiment le cas dans tous les règlements de copropriété, et si ça ne l'est pas, la loi de toute façon le précise. Et si ça s'entend que c'est une partie commune, ça s'entend qu'il faut que la copropriété le vote, qu'une majorité soit d'accord avec ça pour que le projet puisse se faire. Donc, je voulais juste faire un petit point avec vous avant sur les modalités de vote concernant un projet d'isolation. La loi dit que c'est une majorité renforcée. Qu'est-ce qu'une majorité renforcée? C'est quand, du coup, vous avez plus de la moitié des voix de tous les propriétaires, qu'ils soient présents, absents, représentés, tous les copropriétaires. Dès lors, vous pouvez l'emporter et votre projet pourra passer. Et s'il ne passe pas, mais que vous avez quand même recueilli un tiers des voix pour votre projet, vous pourrez du coup passer à une majorité simple. Donc, c'est 50% des propriétaires qui sont présents ou représentés. Donc, on restreint le champ des pouvoirs à obtenir. La loi dit que normalement, ce second vote doit se faire dans un second temps, lors d'une autre assemblée. Je n'arrive pas à tourner ma page, excusez-moi. Mais il y a un petit sujet au niveau de la doctrine, puisque ça, c'est un petit tiret sur la rénovation thermique. Mais l'isolation, on estime que ça peut être aussi de l'amélioration de l'habitat. Vincent vous l'a précisé, ça améliore grandement votre confort. Et quand c'est comme ça, on peut le voter immédiatement sans repasser par une assemblée générale. Du coup, faites attention, si le syndic vous propose de le revoter tout de suite, ça peut être litigieux et ça peut emmener la résolution devant une contestation, puisque tous les copropriétaires ont la possibilité de contester votre projet dans un délai de 2 mois à compter du PV s'il n'est pas d'accord avec celui-ci. Petite chose à noter qui a été rajoutée parmi les dernières lois. Désormais, quand il y a un projet d'isolation qui est voté et qui l'emporte, la copropriété peut vous imposer de changer vos parois vitrées, même si elles sont des parties privatives, pour que du coup, justement, on n'ait pas le problème dont Vincent parlait, à savoir que vous avez une super isolation, mais toujours des ouvrants vitrés en simple vitrage. Du coup, la copropriété, pour qu'il y ait une logique dans votre projet, peut vous forcer la main à faire des travaux sur les parties privatives quand c'est voté dans ce projet global. Voilà. Que tu peux passer la slide et encore la slide d'après parce que j'ai tout fait en même temps. Toujours sur la copropriété, vous avez potentiellement, si vous êtes en copropriété, qu'il y a un fonds de travaux pour lequel vous mettez de l'argent tous les ans. Donc, c'est 5% de votre budget prévisionnel. On met 5% de côté pour les petits coups durs liés au bâti. Et du coup, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des travaux de rénovation énergétique et notamment de l'isolation thermique par extérieur? La réponse est non. Du coup, on se dit que ça n'a pas grand sens de mettre de l'argent de côté, mais il n'empêche que ça ne pourra pas être utilisé, sauf si vous faites un plan pluriannuel de travaux. Donc ça, si vous êtes copropriétaire, c'est un mot dont vous entendez parler depuis des semaines, qui vous rabat les oreilles, vous n'en pouvez déjà plus alors que ce n'est pas encore mis en place. Mais du coup, ça va être un plan qui va vous permettre d'avoir plus de visibilité dans le temps. Et si ce plan prévoit justement un ravalement avec isolation, là, vous pourrez utiliser votre fonds de travaux. Également, en tant que copropriété, vous pouvez souscrire à un emprunt collectif.
pour pouvoir financer le reste à charge qui restera du coup après l'obtention des aides dont vous parlera Vincent à la fin. Et l'emprunt peut être sollicité soit par le syndicat via le syndic, soit par quelques copropriétaires seulement. Et pour ça, on le vote à la même majorité que les travaux, donc c'est-à-dire à la majorité renforcée. Voilà pour la copropriété. On passe du coup à ce que je pense être le cœur du sujet pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire l'isolation. Bon, on est revenu en arrière. L'isolation du coup d'une maison en maison individuelle pour lequel il y aurait un empiètement sur la propriété du voisin, puisque bien souvent nos maisons ont été construites en limite séparative et si on a un projet d'ITE aujourd'hui, ça impactera la propriété voisine, puisqu'il va falloir forcément déborder, même si ce n'est pas des valeurs énormes. Donc, soit vous entendez super bien avec votre voisin, et dans ce cas-là, tant mieux, on est dans le meilleur des mondes, vous allez pouvoir négocier et vous entendre sur 2 points. Donc, l'empiètement, donc forcément le fait que vous allez poser votre isolation chez votre voisin et que ça va avoir des conséquences sur la définition de sa propriété. Et l'autre point sur ce qu'on appelle le tour d'échelle, c'est-à-dire le fait d'entrer chez lui pour pouvoir faire les travaux le temps de l'installation de l'isolation. Donc, si vous êtes entendu là-dessus, il faut que vous puissiez le formaliser. Vous faites un écrit où vous mettez bien tous les points de vigilance. Le plus souvent, nous, ce qu'on préconise, c'est que vous fassiez un état des lieux avant et après de la propriété du voisin pour que vous puissiez l'assurer que vous remettrez tout en place une fois les travaux réalisés de votre côté, parce qu'il ne faut pas que, en plus du fait que vous empiétez chez lui, il subisse un tas d'autres désordres comme la terre chamboulée, ces petites plantes arrachées. Donc du coup, par ce biais-là, par ce petit acte que vous faites entre vous, en des signatures chacun de votre côté sur un papier que vous aurez tapé à la main, vous vous engagez sur une remise en état, une replantation de sa petite haie, ce genre de choses. Comme ça, au moins, vous avez tout par écrit. Ça vous permet d'avoir l'un comme l'autre un formalisme, une preuve de l'accord du voisin, comme quoi vous pouvez entrer chez lui, faire les travaux, empiéter. Et lui, ça lui assure quand même une certaine tranquillité par rapport à l'avancement des travaux et à la remise en état. Il va falloir aussi s'entendre sur ce petit bout de propriété sur lequel vous allez empiéter. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que du coup, le propriétaire vous le cède gracieusement? Est-ce que ça a l'euro symbolique ou est-ce que c'est contre une petite somme pour la perte de jouissance? Donc tout ça, c'est pareil. Vous pouvez l'acter entre vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour plus de corps, le faire acter par un huissier. Alors, on appelle ça maintenant les commissaires de justice pour que ce soit encore plus pompeux, ou par un notaire. Mais le tout, c'est que ce soit formalisé pour que vous puissiez vous entendre. Vous faites une première demande à l'amiable entre vous et si ça ne marche pas, vous faites un petit courrier. Et s'il ne répond toujours pas ou s'il répond négativement, c'est là que les choses se corsent. Avant d'en arriver à cette petite slide, pensez qu'il y a des conciliateurs de justice qui existent un peu partout dans les points justice, les maisons de la justice et les mairies pour vous aider à trouver un arrangement entre voisins. Donc, on n'est pas obligé d'en arriver à ce qu'on va aborder ensemble, c'est-à-dire le droit de surplomb, un petit truc qui a été créé récemment pour favoriser les projets de rénovation énergétique, mais qui va avoir pour conséquence de semer la zizanie dans votre voisinage. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on ne peut pas rattraper puisque vous allez devoir continuer à vivre avec votre voisin un certain temps. Donc, vous avez envoyé ce courrier, il n'y a pas de réponse ou une réponse négative. Le conciliateur, ça n'a pas marché. Du coup, aujourd'hui, le droit vous ouvre la possibilité d'avoir un droit de surplomb sur la propriété de votre voisin, même si votre voisin refuse votre projet de rénovation. Alors, c'est pas magique, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir poser et arriver avec votre botte dans son jardin et poser votre isolation. Vous allez devoir respecter un certain nombre de préconisations. Votre isolation ne pourra pas être inférieure à 2 mètres par rapport à son sol. Donc, c'est ce que vous voyez sur le petit schéma à droite. Donc, du coup, on posera l'isolant qu'à partir de 2 mètres. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une sacrée déperdition. Alors, je ne suis pas du tout technicienne, je laisse ça à Vincent, mais il me semble que ce n'est pas non plus l'idéal en matière de rénovation.
et votre isolation ne pourra pas dépasser 35 cm de largeur. Pour ça, pour en arriver là, il faut vraiment que vous ne puissiez pas faire autrement que de recourir à ce projet d'isolation par extérieur avec surplomb de vos voisins. Et du coup, on met le pied dans l'engrenage d'une procédure que je vais vous expliquer juste après. Si tu peux tourner la slide. Voilà, donc déjà, rien que le schéma fait peur. Alors, c'est pour vous dire la teneur de la procédure. Du coup, vous allez devoir envoyer un courrier recommandé à votre voisin, donc ça commence bien, avec tout un nombre de précisions, votre identité au cas où ils ne la connaissent pas, un descriptif de votre projet, des justificatifs qui montrent que vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, histoire de le faire flancher si jamais c'est encore possible. Et vous allez devoir lui proposer 2 indemnités. Une pour le fait que vous allez gêner sa propriété, et l'autre parce que vous allez devoir toujours entrer chez lui pour pouvoir faire les dits travaux. Vous devez lui proposer un projet d'acte pour l'empiètement et un projet de convention pour la servitude. Tout ça en reproduisant tout un tas d'articles légaux et en lui précisant qu'à partir de ce courrier recommandé, il a 6 mois pour se positionner sur votre projet. S'il est d'accord, dans ce cas-là, tout va bien. On revient à la slide d'avant. On prend un acte, on s'entend sur l'acte authentique, le projet de convention, les 2 indemnités que vous avez proposées lui plaisent, c'est nickel, on s'arrête là. Si par contre, il est d'accord, mais il trouve que les indemnités sont un peu faibles, et il va négocier. Si vous n'êtes pas d'accord, il pourra saisir le juge concernant le montant de l'indemnisation. Si par contre, vous lui avez fait des crasses par le passé et que du coup, il est arc-bouté sur votre projet et qu'il refuse, il aura du coup laissé 6 mois pour saisir le juge sur le principe, et non plus sur l'indemnisation, sur le principe de votre projet. Et là, du coup, il va falloir que vous ayez tout un tas de justificatifs pour prouver au juge que vous ne pouviez vraiment pas faire autrement pour pouvoir répondre à vos obligations et à votre projet environnemental. Pendant ce temps-là, pendant ces 6 mois, il ne peut pas vous empêcher d'accéder à la propriété pour mettre en place le chantier. Mettre en place le chantier, ça veut dire poser les échafaudages dont il y a besoin pour pouvoir accéder à la hauteur nécessaire, commencer à stabiliser le terrain s'il y a besoin, ce genre de choses. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va, nous, en tant que juristes, vous conseiller, puisque si au final, au terme des 6 mois, le juge ne vous donne pas raison concernant la nécessité ou l'impérativité de passer par le voisin pour pouvoir faire vos travaux, vous allez du coup avoir avancé des frais d'échafaudage, de mise en chantier pour rien. Donc même si vous avez ces 6 mois pour vous permettre de déjà commencer à faire vos travaux, nous, on vous déconseille de le faire avant d'avoir obtenu la décision du juge. Vous aurez tout le temps de le faire après. Si le juge, du coup, vous donne raison ou si vous entendez du coup avec le voisin entre-temps, puisque le voisin peut cesser la procédure à tout moment, là, vous allez signer l'acte authentique. Donc, acte authentique, ça sous-entend avec un notaire. Donc, il faut bien penser que vous allez avoir des frais de notaire en plus. Et vous allez rédiger une petite convention pour le tour d'échelle. Donc là, on en revient au même point que tout à l'heure, à savoir encadrer la remise en état, assurer du coup aux voisins que tout va bien se passer, encadrer les horaires aussi de chantier, et que, comme quoi il faudra qu'ils laissent la porte ouverte de telle heure à telle heure pour les ouvriers ou qu'ils laissent une clé, etc. Et surtout repréciser le montant de son indemnité. Ensuite, vous lâchez le cash. Vous payez l'indemnité pour l'empiètement, l'indemnité pour la servitude. Et là seulement, vous pouvez commencer les travaux. Ça, c'est un dernier petit point. Il y a quand même peu de chances que ça arrive. Mais des fois, on ne sait pas forcément à qui appartient le voisin, la propriété voisine. Donc, si jamais vous empiétez sur un domaine communal, parce que du coup, la commune, elle peut avoir un champ à côté de chez vous, ce genre de choses, un petit bout d'espace vert inoccupé qui est en friche. Vous vous dites, ça ne gênera personne. Je vais faire mon petit empiètement tranquillou. Si c'est du domaine public, sachez que de toute façon, vous n'avez aucun droit dessus. Peu importe les années qui passent, les siècles qui passent, les revendeurs, les héritiers,
ça ne vous sera jamais acquis. Donc du coup, la commune, à tout moment, si c'est du domaine public, elle peut vous demander de raser manu militari et reprendre possession de son bien. Si par contre, c'est du domaine public, enfin du domaine privé communal, là, la commune, elle est comme tout propriétaire. Donc ça veut dire que passé 10 ans, passé 30 ans, on sera sur de la prescription acquisitive et votre propriété de pouvoir rester en l'état. Ce qui ne veut pas dire que je vous préconise, bien sûr, d'empiéter sur le domaine de la commune, mais c'est bon à savoir que si jamais il y a eu une erreur ou de bonne foi, vous ne saviez pas à qui ça appartenait et vous n'avez pas su à qui écrire pour demander l'autorisation. Si c'est du domaine communal privé, vous ne risquez pas grand-chose une fois passé les 10 ans. Voilà pour les petits points juridiques. Eh ben, merci pour ces précisions. Alors juste pour revenir très rapidement sur cette slide-là, pour l'aspect plus, je dirais, technique. Alors 35 cm de largeur, c'est largement suffisant, en tout cas pour mettre un isolant qui obtiendra une bonne résistance thermique. On a largement de quoi faire avec 35 cm, mais c'est vrai que perdre toute la hauteur de 0 à 2 mètres, selon le mur qu'on a, bah, c'est une surface qui est quand même perdue, et ça, c'est très dommage sur le plan thermique. Voilà, c'était juste un petit commentaire là-dessus. Je termine simplement, mais vraiment en 1 minute. Au niveau aide financière, l'idée, c'est pas de façon de tout présenter. Je vais donner quelques noms de dispositifs qui existent, mais plus les règles un peu générales à retenir. Et de façon, si besoin de plus d'informations, c'est vraiment avec votre espace France Rénov de secteur qu'il faudra faire un point. Mais sachez qu'il existe des aides financières pour la rénovation énergétique et donc pour l'isolation de murs par l'extérieur. Aujourd'hui, les plus courants, ça va être MaPrimeRénov', qui est une aide publique versée par l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA. MaPrimeRénov', voilà, donc premier dispositif. Deuxième dispositif de subvention, c'est les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Là, on est sur une aide privée cette fois, qui sont versés en fait par des énergéticiens. Ça peut être des vendeurs d'électricité, de gaz, de carburant, des grandes surfaces, etc. Enfin voilà, tous les énergéticiens. Donc on est sur une aide privée, mais qui est cumulable avec MaPrimeRénov'. Et donc ça, c'est 2 dispositifs de subvention qui vous versent de l'argent sur votre compte bancaire après travaux, éventuellement sous forme de bons d'achat quand on a affaire à des grandes surfaces. C'est vraiment les 2 principaux. Après, on a des dispositifs de prêt bancaire qui existent. L'éco-prêt à taux zéro, donc c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un prêt à taux zéro qui est spécifique aux travaux de rénovation énergétique. Donc, ça inclut l'isolation de murs par l'extérieur. Il existe aussi un prêt, ce qu'on appelle un prêt avance rénovation. Celui-ci, il est plutôt, il n'est pas à taux zéro, mais il est spécifique peut-être aux ménages aussi les plus modestes qui ne se voient pas accorder un éco-prêt à taux zéro. On est sous forme d'un prêt hypothécaire en fait, dont on ne rembourse, soit on rembourse uniquement les intérêts au départ et on rembourse in fine le capital du prêt lors d'une vente ou d'une succession du logement par exemple. Soit on rembourse à la fois les intérêts et le capital, pareil, in fine, donc à la fin, lors d'une vente ou d'une succession sur le logement. Donc c'est un format un peu différent de prêt, mais qui est également pour la rénovation énergétique. Et après, on peut également retrouver des choses plus locales, comme par exemple des exonérations de taxes foncières. Certaines communes peuvent le proposer. Voilà, là, c'est un peu du cas par cas avec chaque commune, bien sûr. Mais l'idée du réseau France Rénov', c'est de pouvoir vous apporter des réponses par rapport à ça. Après, retenez simplement que les aides, on dépose des dossiers avant de signer des devis, hein. Ne signez pas un devis s'il n'y a pas un dossier d'aide financière qui a été validé en amont. Certes, l'argent il est versé après travaux sur présentation de facture, mais on a déposé le dossier quand même avant de signer et avec une entreprise certifiée RGE. Ça, le RGE, il est obligatoire pour tous les dispositifs d'aide là, que j'ai pu citer. Et donc, l'annuaire France Rénov' vous permet d'identifier des entreprises qui ont la qualification RGE valide. Voilà, retenez déjà ces 2 premiers points, ça vous fait un premier niveau d'info. Après, effectivement, il y aura des questions de tranches de revenus, mais il y a des dispositifs qui sont accessibles à toutes les tranches. Voilà, donc faites un point avec votre espace France Rénov' de secteur. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, comme on a un petit peu débordé déjà. Je vais simplement terminer. On va pouvoir vous donner nos coordonnées, notamment nos modalités de contact. Alors, je vais débuter, mais du coup, d'abord avec finalement le contact France Rénov' national, parce que peut-être que parmi vous, il y a des participants qui ne sont peut-être pas sur notre territoire d'action pour énergie solidaire.
vous avez la possibilité d'aller sur sur le site france-rénov.gouv.fr et vous pouvez trouver votre espace conseil le plus proche de chez vous. Et donc, vous tapez votre code postal et vous aurez les coordonnées. Vous avez le site et le téléphone national. Mais là, forcément, si vous appelez à cette heure-là, ça ne décrochera pas. Mais vous pouvez aller sur le site et taper votre code postal, vous l'aurez en 2 minutes. Et si jamais vous êtes sur le territoire Nord-Yvelines, je vous laisse nos coordonnées. Vous avez nos horaires d'ouverture, numéro de téléphone, adresse mail, le site internet. Vous pouvez prendre le temps de noter tout ça, mais de toute façon, je vous enverrai le replay, vous aurez accès à ça. Sachez que nous, on peut soit prendre des appels, je dirais, entrant directement. Vous pouvez nous appeler au numéro, soit vous pouvez fixer un rendez-vous via notre site internet. Et donc là, vous calez une date, un horaire, et soit vous prenez un rendez-vous téléphonique, on vous rappelle, soit du présentiel, et c'est dans nos locaux de Carrières sous Poissy. Donc voilà un petit peu pour la partie plus France Rénov et énergie solidaire. Et Angèle, je te laisse préciser vos contacts à vous. Alors nous, du coup, notre siège est à Viroflay. Mais par contre, comme je vous disais en introduction, on a 22, 23 permanences à proximité sur tout le croissant nord-ouest, nord-est, nord-est des Yvelines. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous sur notre site ou auprès des permanences pour qu'on puisse se rencontrer et échanger du coup sur la faisabilité de vos projets au niveau juridique. Et puis, on a aussi une adresse mail qui s'affiche là, si jamais vous avez la possibilité de nous écrire. On répond assez rapidement, 24, 48 heures. On ne travaille pas le samedi, pas le dimanche, mais sinon, on répond assez facilement. Par contre, je vous ai mis le numéro de téléphone. Il existe et c'est important de pouvoir vous en saisir si vous avez une question urgente. Mais étant donné le nombre de consultations que je vous ai indiqué au début, plus de 10 000, sans agent d'accueil, il faudra réitérer à plusieurs reprises votre appel. Donc, du coup, vraiment favoriser les rendez-vous présentiels ou téléphoniques via l'agenda et l'adresse mail pour avoir vraiment une réponse la plus rapide possible. Et surtout, quand vous envoyez un mail ou que vous venez à un rendez-vous, venez toujours avec des documents, puisque du coup, ça nous permettra d'étayer notre réponse. Voilà. Très bien, merci. Eh bien, écoutez, ça clôt déjà cette première partie, je dirais plus présentation. Donc, je vous enverrai a priori dès demain un mail, notamment avec un questionnaire satisfaction, mais vous aurez accès à ce replay et vous aurez également dans ce mail accès à ce document-là, la lettre des acteurs de la Réno, qui a été notamment co-rédigée par l'ADIL, le CAE et les espaces France Rénov des Yvelines. Donc voilà, comme je vous disais, on n'est pas tout seul. Il y a l'association Énergie Solidaire, mais il y a aussi l'ALEC 51 Yvelines et Rambouillet Territoire dans la liste. Donc c'est sur le sujet de l'isolation thermique par l'extérieur. Je vous la mettrai dans le mail, que vous ayez aussi ce support-là à votre disposition. Je vais couper l'enregistrement et puis on va pouvoir passer à un temps un petit peu plus dédié à des questions et réponses.